bonjour tout le monde. On n'a pas de thème aujourd'hui. On est rendu à faire une femme de soi. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue. Je me remets tranquillement. Est-ce que vous remettez? Je me remets tranquillement de la visite de Jeannette Bertrand ici au FM 103.3. Un moment historique. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Sinon, vous pouvez la retrouver sur le site du FM 103.3 et, nouveauté, sur la chaîne YouTube du FM 103.3 parce que oui, l'entrevue a été filmée, immortalisée, donc vous pouvez voir Jeannette nous transmettre ses perles de sagesse avec tellement d'aplomb, d'ouverture, de générosité. C'est vraiment formidable. Gang, elle nous a parlé du MeToo à 100 ans. C'est extraordinaire. Vraiment, là, d'avoir le courage de nous dire ça. Justement, j'en parlais avec mon invité d'aujourd'hui. Je l'ai rencontrée au Gala du Réseau des femmes d'affaires. On s'était croisés aussi. Elle est C'est une des entreprises et des entrepreneurs qui persistent et signent dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin depuis 22 ans. Elle est en train, d'après moi, d'ouvrir la porte non seulement à son entreprise, mais elle a ouvert la porte pour plein d'autres qui suivent derrière elle. Vous avez sûrement déjà goûté à un de ces fabuleux produits que vous pouvez retrouver de Costco à tous les magasins d'aliments naturels, la fourmi bionique, les délicieux granola haut de gamme, produits locaux. Allez voir le site web, c'est tellement beau! Wow, Geneviève Gagnon, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, ça me fait très plaisir, Geneviève, de t'accueillir. Puis merci d'accepter de venir nous parler parce que je sais que la liste, le to-do list doit être très, très long. Donc, aujourd'hui, comment tu décris l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui? L'entreprise, elle se porte bien. Dans le fond, on clôture un 22e exercice financier. Et les ventes se portent bien, sont en croissance. Est-ce que c'est indiscret de te demander combien? Oui, je ne dis pas cette information-là. OK, mais il y a quelques années, c'était 700 000, mais ça fait longtemps. Oui, fait que là, on doit être dans plusieurs millions de chiffre d'affaires parce que, c'est ça, les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas c'est quoi la fourmi bionique. Parle-nous de la fourmi bionique. Donc, la fourmi bionique, c'est une entreprise de transformation alimentaire qui est située à Montréal, à Ville-et-Mort. Ça fait 20 ans qu'on opère dans les mêmes locaux. On est passé de 3 500 pieds carrés à 15 000 pieds carrés. Donc, c'est une vraie petite usine qui fourmille. On génère plusieurs tonnes de granola par jour. On livre ça dans les épiciers majeurs, donc les Loblaw, IGA, Métro, les aliments naturels, un peu partout. On fait du food service. On est surtout situé au Québec. On se déploie aussi sur le reste du Canada et on livre en Europe depuis plus que 15 ans. Wow! Et on a commencé à livrer en Asie et au Moyen-Orient cette année. Donc, on ouvre des nouveaux marchés. Alors, ça va très bien. Le futur est très rayonnant pour nous. Mon Dieu, ça veut dire que tout le parcours que tu as raconté dans d'autres entrevues, tout le parcours avec les multiples montagnes que la fourmi a dû franchir parce que c'est parti dans ta cuisine, des recettes que tu faisais toi-même et comme tu le dis, donc c'est rendu une énorme usine qui est distribuée mondialement. Mais avant tout ça, moi, j'aimerais rencontrer Geneviève. Alors, Geneviève, tu viens de quelle région? Moi, dans le fond, je suis née à Sherbrooke. OK. Puis, beaucoup de la famille est encore à Sherbrooke, a évolué longtemps à Sherbrooke. Mais après ça, on est rapidement parti à Québec. Puis, on a atterri à Montréal, dans le West Island. Ce qui fait que les gens disent que j'ai parfois un petit accent, mais c'est le côté bilingue de l'influence du milieu anglophone depuis l'enfance. Donc, à partir de 4 ans, on était à Beaconsfield. Ah, donc c'est ça. Fait que Sherbrooke, ça n'a pas été long, puis Québec non plus, là. Non. Donc, tu as atterri à Beaconsfield et c'est dans cette région-là que tu as grandi. Oui. Et la petite Geneviève, je sais que tu as une sœur jumelle. Oui. As-tu d'autres frères et sœurs? J'ai une grande sœur aînée de 2 ans. Aînée de 2 ans, puis une sœur jumelle avec toi. Tes parents faisaient quoi? Ma mère était mère au foyer qui s'occupait des enfants, ce qui était très classique de l'époque des années 70. Et mon père, lui, travaillait pour un employeur qui était Texaco. Et rapidement,
Dans ma jeunesse, je l'ai vu faire la transition d'employé à entrepreneur pour ouvrir le commerce du coin qui était un dépanneur. Et donc ça a été le début de mon expérience avec l'entrepreneuriat à l'âge de 6 ans, je crois, à peu près, là, ouais. Je suis pas étonnée parce que à voir ton parcours, c'est clair que tu sembles tomber dans la marmite, c'est-à-dire que trouver des solutions, être multitâche, tout ça, ça semble faire partie de ton ADN, mais t'es pas la première qui me dit qu'il a grandi avec probablement à table le soir, t'en entendais-tu parler du dépanneur puis de l'entrepreneuriat? Tu sais, c'était-tu dans ton... parce qu'il y a beaucoup de filles, justement, ils entendaient parler d'entrepreneuriat à la maison. Fait que c'était une réalité qu'ils connaissaient puis qui ont appris à, disons, peut-être plus avoir espoir que ça va aller mieux parce qu'ils connaissaient mieux les montagnes russes. C'était-tu ton cas? Bien, moi, c'était un dépanneur ouvert 24 heures, Ouf. 7 jours sur 7. Donc, le dépanneur, il prenait beaucoup de place. Je dirais trop de place. Puis ça allait pas souvent bien. Il y avait des problèmes de personnel, des hold-up, tu sais, des histoires absurdes. Il y en avait tout le temps. Tu sais, comme quelqu'un qui rentrait encore dans le magasin avec sa voiture. Tu sais, il y avait toujours des drames. Alors, pour moi, c'était pas un modèle positif. Puis j'ai jamais aspiré à ça. Ah non, la petite Geneviève, elle voulait faire quoi? Mettons au primaire, là, tu voulais faire quoi? Médecin, ah oui? Mais médecin, pédiatre, mais je réalise, mon modèle, c'était pas de voir les gens faire des opérations puis dans les hôpitaux. C'était le bureau du pédiatre qui était situé à côté du dépanneur, dans une bâtisse à côté. Puis, je trouvais que l'environnement était calme. Le pédiatre, il avait de l'air calme quand il me rencontrait. Puis, je voyais que le métier de médecin, c'était quelque chose qui était bien vu dans la société, puis qui était comme, tu sais, dans l'ordre des choses, que c'était comme souhaitable ou quelque chose que les gens voulaient aspirer à être médecin. Et donc, finalement, moi, je pense que c'est de l'entrepreneuriat qui m'attirait dans ce contexte-là et non le sang, puis les opérations, puis le milieu médical. Lui, sa job, ça avait de l'air le fun. Oui, puis est-ce qu'il y avait un sentiment de sécurité peut-être aussi oui, que financière. tu ressentais là, alors que quand on grandit ouais. dans le milieu d'un entrepreneur, la sécurité, ouais. tu sais, même les grandes entreprises que les gens ont l'impression que ça va bien, là, il y en a des périodes où ils n'ont pas de cash flow, là. Ouais. Puis, il y a des enjeux pour toutes les entreprises. Fait on connaît peu ça. Alors, toi, tu grandis là-dedans, tu veux être médecin, donc tu es une première de classe? Oui. Oui. Ta sœur aussi, ou comment ça se passe? Les deux, vous êtes... Bien, on était les deux, on se suivait jusqu'au primaire, puis au secondaire, c'est là où nos chemins se sont séparés en termes de performance académique. Puis, bien là, c'est ça. Moi, j'ai continué à être Toi, t'es-tu restée première de classe? Oui. Ouais. Jusqu'au cégep, quand j'ai été confrontée aux sciences de la santé. Ah oui, ah oui. Ouais. Donc là, tu as fait ton école secondaire où? Je suis allée au public, alors que toutes les amies du quartier allaient au privé. Ah. Et nous autres, on demandait d'aller au privé parce qu'on trouvait que le milieu était hostile par rapport à ce que nos amis vivaient. Mais nos parents nous ont fait savoir que c'était pas possible. Donc, on était comme... Ça donne un peu le contexte. On était comme les pauvres dans notre quartier, tu sais. Ouais. On avait une maison qui avait de l'air de celle des autres, mais nous autres, on faisait pas les mêmes vacances. On n'allait pas dans les camps d'été. On n'allait pas dans les écoles privées. Alors, c'était comme... Notre réalité était différente. Donc, cette perspective-là, elle m'a suivie toute ma vie, là. Oui, c'était plus difficile, donc, parce que c'est ça, il y a moins de sécurité dans ce métier d'entrepreneur là, que ton père avait. Est-ce que, et là, à ce moment-là, tu veux faire médecine, mais au secondaire, est-ce que t'es quel genre de fille? Tu fais-tu bien du sport? T'es-tu dans le journal étudiant? Quel genre de... Bien, moi, j'ai été sportive. J'étais une joueuse de soccer. Puis ma personnalité est vraiment sortie sur le terrain de soccer. Donc, vraiment passionnée par le soccer. Dès que j'avais l'occasion, je voulais jouer des scrimmages, faire des petites parties avec les amis, avec les gars, avec les filles, n'importe quand. Puis des fois, on était 3, puis c'était moi contre 2. Puis je voulais vraiment gagner. Puis mon côté compétitif était très aiguisé. Puis rapidement, je me suis démarquée dans ce sport-là. Et je me faisais remarquer par des gens qui voulaient que j'aille à d'autres niveaux faire le sport. Et je pouvais pas parce que mes parents ils ont dit c'est les 2 sœurs ou aucune des 2.
Alors, vu que ma sœur ne se faisait pas accepter quand on faisait les essais, bien là, je ne pouvais jamais le faire. Puis là, les coachs continuaient à venir me regarder mes parties. Mon père, il venait même pas parce qu'il était occupé avec le dépanneur. Puis le dépanneur, c'était quand même à 1 minute du terrain de soccer, à pied. Et donc, puis les autres coachs, ils venaient pour me scouter, puis ils disaient à mon père, elle devrait vraiment jouer à l'autre niveau, là, tu sais. Mais moi, c'est le sport, puis le soccer, puis je joue encore. Tu joues encore au soccer? À 51 ans, je joue encore. Oui, je suis moins compétitive. Là, je me suis calmée, là. Donc, les sports d'équipe, c'est quelque chose qui te passionne. Ouais. Alors, ça, il y a de la fibre aussi là-dedans. Est-ce que dans le cadre de tes études, que ce soit au secondaire, cégep, as-tu voyagé toute seule? Non. Puis je suis une jumelle, et ça aussi, ça me caractérise, c'est que j'ai toujours un petit côté un peu codépendant, habituée d'avoir toujours... J'étais déjà dans le ventre de ma mère avec quelqu'un. Oui, c'est vrai. Avoir toujours quelqu'un avec moi, à côté de moi, ça me donnait confiance. Puis, la vie m'a fait grandir quand j'étais forcée à pas être avec ma sœur ou quand j'étais forcée à aller tout seul, mais voyager tout seul, je le faisais par affaire plus tard, dans la vingtaine. Je trouvais ça vraiment comme un gros défi, là. Oui. Donc, plus jeune, donc il n'y a pas d'expérience là, de voyage à l'extérieur. J'en parle parce que souvent, c'est ça, on est forgé par nos expériences plus jeunes. Donc, toi et ta sœur, vous ne suivez pas au cégep? Bien, au fait, les deux, on s'est suivis dans le sens qu'on a choisi d'aller au privé et de se payer nos études. Ah oui, au cégep, ça? Ouais. Vous êtes allé à Brébeuf, donc. Ouais. Puis vous avez payé comment? Oui, on a payé. Bien là, au début, on a travaillé tout l'été pour économiser de l'argent. Au dépanneur? Non, on a travaillé au dépanneur et on gardait des bébés jumelles. Ah oui, Ouais. OK. Puis aussi, on a eu accès au prêt et bourse qu'on ne savait pas que ça existait. Puis on avait accès à ça. Donc finalement, on a pu se payer notre cégep qu'on voulait. Oui, alors, pour aller avec vos amis. Oui. Ah, donc... Non, on n'avait pas d'amis. C'était juste moi, ma sœur, puis on débarquait ça. Oui. Puis là, on était les touristes qui arrivaient d'une école publique alors que tout le monde venait des mêmes écoles tout le monde privées. était pareil à Brébeuf. Là, moi, je les ai toutes vues en droit. Puis j'arrivais du cégep du Vieux-Montréal. Okay. Ça te donne une idée. Oui. Comment je fitais pas. Oui, je comprends ça. Je comprends tout à fait. Mais donc, tu vas à Brébeuf, comment tu trouves ça? Bien, je sais que c'est un privilège d'être là. Mm-hmm. J'ai voulu aller au privé toute ma vie. Donc là, c'est un privilège. Mais moi, j'arrivais, des jours que ma mère, elle me prêtait sa voiture parce que c'était loin de Beaconsfield. Puis là, j'arrivais avec ma minoune qui faisait du bruit. Elle faisait comme vraiment... Puis là, j'arrivais dans le parking, puis il y avait des Alfa Romeo, des BMW. Et, je me sentais complexée, puis je réalisais à quel point il y avait un décalage, mais en même temps, moi, je me sentais privilégiée d'être là, alors que tout le monde prenait ça pour acquis, d'aller à Brébeuf. Donc, moi, j'ai tout fait pour réussir parce que je savais que ça coûtait de l'argent, un cours. Oui. Alors, j'ai apporté une approche complètement un mindset différente. qui t'a permis de te démarquer au cégep aussi? C'est une bonne question. Je sais pas, je me suis démarquée, je me sentais différente, mais je sais pas si je vois ça d'une façon positive, alors que moi, je voulais juste comme m'intégrer avec les gens, puis c'était pas facile, mais... dans le fond, moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Puis en deuxième année de cégep, déjà, j'ai commencé à m'en aller en appartement. Donc, pour ça, j'étais différente parce qu'il y a personne qui partait en appartement. Puis donc là, moi, j'avais la responsabilité de finir mes études, payer un logement, puis tout ça. Ça l'a embarqué vite dans ma vie, là. Oui, c'est ça. Mais est-ce que là, tu te rends compte que les sciences pures, c'est pas ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui se dessine dans ta tête à ce moment-là? Parce que là, tu te dis, OK, je serais peut-être pas entrepreneur. Tu sais, tu n'avais pas ça en tête parce que ton expérience à la maison n'avait pas été très bonne. Et là, il y avait le plan médecin qui, au niveau des études, c'est peut-être pas, là, tu vois peut-être pas d'adéquation là, avec ce que tu as envie de faire. Oui, bien là, j'étais perdue parce que là, après la première année de sciences de la santé, j'ai fait « Oh my God, tu sais, genre, c'est pas vrai, je vais pouvoir continuer à travailler fort comme ça. » Parce que ma sœur était en art visuel, elle faisait le party, elle faisait des peintures, OK? Puis moi, je travaillais comme... J'étudiais le vendredi soir pendant qu'elle allait au party cégep. J'étais tellement jalouse. Puis elle avait tellement la belle vie. Puis finalement, elle avait des bonnes notes, tu sais. Alors là, moi, j'avais des matières qui étaient plus difficiles. Donc, j'ai décidé de faire le virage en sciences humaines avec maths la deuxième année. OK. Puis donc, j'ai pu quand même terminer mon cégep en 2 ans, parce que c'était super important, là. Je me disais, tu sais, time is money, là. Chaque cours, là, tu sais, si je recommence, que je vais faire un cours d'été, combien que ça va me coûter de plus, là? Tu sais, c'était vraiment pécunier la façon que je voyais ça. Et donc, je suis allée en sciences humaines. Puis après ça, je savais zéro où est-ce que je m'en allais dans la vie à Eugénie, là. J'étais comme...
Là, j'étais un électron libre. Et donc là, c'était comme avec les notes que j'ai à cause de mes sciences de la santé, où est-ce que je vais être acceptée avec ma cote R? Alors là, c'était même pas... Toute ma vie, j'avais eu le choix, où je sentais que j'allais avoir le choix d'ouvrir n'importe quelle porte. Là, tout à coup, c'était pas toutes les portes que je pouvais ouvrir. Je savais plus où est-ce que je m'en allais. Et j'ai fait un cours de psycho au cégep. Puis là, je me suis dit, ben c'est intéressant, je vais aller en psycho. C'était quelque chose que tu aimais un peu plus que le reste. Donc, tu t'es dit, je vais aller là. Mais c'est jeune pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie, mais aussi, tu sais, à l'époque où tu étais au secondaire puis au cégep, l'entrepreneuriat, avait pas la cote. Et souvent, c'est ça, les entrepreneurs, comme c'est des multis, être juste dans une matière, c'est comme pas assez varié. Hein? Oui, mais ça n'existait pas, ça, ces enseignements-là. Exactement. C'était pas un métier. On ne disait pas que c'était un métier. Exact. Ça n'a jamais été une option. Il n'y a jamais personne qui a dit tu peux être un entrepreneur comme profession. J'ai jamais entendu ça, moi. Exact. Puis l'exemple que tu avais eu, c'était pas super. Donc là, tu t'en vas dans la branche psycho. Puis là, j'imagine que c'est un peu décourageant parce que pour pratiquer, ça prend un doctorat. Bien, au moins une maîtrise. Puis là, tu sais, je n'étais pas super motivée. OK? Puis, mais je trouvais ça intéressant. Mais, tu sais, je dormais dans mes cours parce que j'ai... Travaillais-tu en même temps? Oui, j'avais mon loyer. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? J'ai travaillé au dépanneur, j'ai travaillé dans une chocolaterie, j'ai travaillé dans un nettoyeur. Tu sais, tu faisais du retail, là? Bien, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements. Tu sais, j'allais chercher des revenus. Ben oui. J'appliquais à des jobs, puis je pognais des jobs. Puis, oui, je travaillais, puis j'étudiais, puis j'avais mon logement. Puis, tu sais... Tu préparais ta conciliation travail-famille. Ouais, j'avais des colocs qui étaient sur d'autres beats, qui faisaient le party, tu sais, qui avaient des mauvaises influences sur moi. Tu sais, c'est là où j'ai découvert ma liberté aussi. Alors, tu sais, comme essayer d'être responsable... s'investir dans ses études, c'est un challenge aussi, parce que là, je voulais Mais jouer. t'as-tu fait un peu de party? T'as-tu été jeune un peu? J'ai été très jeune. Ah oui? Ah oui, t'en as fait en masse jeune. du party? Oui. Puis même si j'allais au show de U2, puis je faisais des folies, bien, le lendemain, je me pointais dans mon cours de français à Brébeuf. Tu dormais à table. Bien, j'avais de la misère à écouter, mais c'était juste pour te dire à quel point je prenais ça au sérieux, que raisonnable. je payais mes études. Mais oui, j'ai fait beaucoup le party. J'ai débauché, tu sais, je me suis aussi aseptisée. Là, je dis ça aujourd'hui, tu sais, la femme mature, tu sais, il y avait une époque où je me suis comme vraiment aseptisée, tu sais, en faisant j'avais des comportements qui étaient... comme de mon âge. Qu'est-ce que tu veux dire aseptisée? Je sais pas ça, je comprends. Bien, au fait que je pouvais supprimer des émotions, tu sais. Alors, tu sais, ça me permettait de, genre, mettre de côté des émotions puis d'être focus. Alors, faire le party, ça me permettait de pas faire face un peu à des choses, à affronter mes démons, finalement, que j'ai dû affronter plus tard, là. Tes difficultés, donc, que tu avais, puis bon, et quand on est jeune, on fait ce qu'on sait qu'on peut faire, c'est-à-dire le party, généralement jusqu'à trentaine, jusqu'à la fin vingtaine, c'est le party, l'exutoire, puis on rencontre des psys à partir de 30. On est de la même génération, je te suis tellement, là. Alors oui, c'est ça, l'exutoire, c'est le party, puis après ça, on décide d'aller se fortifier. Moi, je disais, je voulais me fortifier dans ma vie de tous les jours, exactement. Autrement que en gelant les émotions. Parce qu'on est une génération qui n'a pas, tu sais, surtout les femmes, on se faisait toujours dire que les émotions, c'était pas bon. Hein, ça te parle dessus? Oui. Tu sais, aussi qu'on était un peu émotive, c'était... Mais voyons donc, t'es bien que trop émotive. Tu sais, les femmes sont trop émotives. Pleure pas. Oui. Puis garde-la donc, l'hystérique. Si on se fâche, on est... Fait que alors qu'aujourd'hui, on sait que, selon la psychologie, les émotions, il faut les accueillir et les vivre pour qu'elles se transmutent. Oui, et non se transforment en problèmes physiques. Alors que nous, on l'a appris à les geler ou les ignorer. Moi, je bingeais, même avant que la mode vienne de binger des séries, là. Moi, je bingeais de la télé. C'était comme ça que, que mon cerveau se reposait de penser à mes émotions. Mais il faut les vivre, à un moment donné. Mais merci, d'ouvrir la porte à ça parce qu'on l'a fait, là. Particulièrement. Donc là, tu te cherches un peu, tu fais ta psycho, puis qu'est-ce qui arrive après? Bien, moi, je suis une personne qui termine toujours ce qu'elle a commencé. Donc, même si je savais que je n'allais pas être psychologue, puis j'ai fait du bénévolat pour un peu tester mon désir de vouloir faire ce genre de relation d'aide. Et puis le seul
le seul endroit qui m'avait accepté pour faire du bénévolat, c'était un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, tu sais. Puis j'avais appliqué dans toutes toutes sortes de centres communautaires, mais c'est le seul qui m'a rappelé, tu sais, me dire, je n'ai eu pour mon bénévolat, là, tu sais, comme toute la formation, puis après ça, la ligne d'écoute, la ligne d'urgence, que tu réponds, puis il faut que tu donnes des chiffres de nuit, puis, tu sais, j'ai fait, oh my God, je peux pas faire ce métier-là parce que je peux pas me détacher. C'est trop émotionnellement prenant. Puis j'aime pas ça, voir toute cette noirceur-là de l'humanité. Ça va me rendre malheureuse. Oui. Je trouvais ça confrontant de voir la tristesse, le malheur, puis tout ça chez les gens. Puis je me suis dit, gars, j'ai déjà à dealer avec mes propres affaires. Puis donc, je savais que je voulais être détachée. Ça, c'est ce que j'ai su. Ouais. Puis après ça, c'était comme, OK, le compteur, il roule sur les études que je suis en train de payer. OK, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'aime? Et là, il y a les communications, ça m'interpellait parce que je trouvais ça intéressant. Puis j'ai considéré le marketing, mais il y avait un côté business, puis j'avais pas le goût de faire business. Parce que c'était le trauma. Oui, mais c'est parce qu'il y avait comme de la finance, la comptabilité, puis je disais comme, ça m'intéresse pas. Puis là, ça avait l'air plus soft, les communications. Ouais. Puis là, il y avait un nouveau programme qui s'ouvrait à l'UQAM, c'était les relations publiques. Puis là, je disais, tu sais, c'est intéressant. Et finalement, je suis allée à l'UQAM en relations publiques, puis j'ai réussi à faire ce diplôme-là en 2 ans, parce que j'ai crédité des expériences professionnelles, parce que time is money. Ben oui, alors j'étais très consciente de ça. Donc, j'étais la première graduée de ce nouveau programme-là. Je ne mets pas la graduation l'année d'après. J'étais déjà sur le marché du travail, puis bonsoir la visite. Et là, tu es allée travailler en relations publiques pendant 6 ans. Oui. C'est ça. Donc, premières expériences de travail en relations publiques. On est avec Geneviève Gagnon, fondatrice de La Fourmi Bionique, qui est partie de sa cuisine, qui maintenant est une usine de fabrication de combien de pieds carrés? 15 000 pieds carrés. 15 000 pieds carrés. Et combien de tonnes tu fabriques? Écoute, je demande toujours la question à mon DG parce que je l'oublie tout le temps, mais c'est comme 2 ou 3, je pense. 2 ou 3 tonnes? Oui, par shift. Là, par jour? Oui. Que vous produisez. Ouais. C'est phénoménal. La Fourmi Bionique. Allez voir le site, gang. C'est magnifique. Pas juste les produits, les photos. Incroyable, incroyable. Alors, on revient tout de suite avec Geneviève Gagnon pour la suite de son parcours. Comment on arrive à être à la tête d'une grande entreprise comme La Fourmi Bionique? On est de retour avec Geneviève Gagnon de La Fourmi Bionique. Des produits, c'est du granola. Il y en a même sans gluten, j'en ai chez nous. Et c'est des collations, je vais dire haut de gamme parce que c'est santé. Souvent, ces collations-là, on pense que parce que c'est granola, parce que c'est pas une Kit Kat, mais ça doit être santé. Ben, pas toutes les marques, puis pas toutes les compagnies. Puis ce que je trouve intéressant dans le parcours de Geneviève, c'est que... Vous allez le voir, c'est d'autres entreprises aussi qui ont été démarrées par les femmes. La force, la petite bosse, là, qui est l'avantage, c'est les connaissances en communication. Et là, on s'est laissé avant la pause où elle nous disait que elle a fait un programme en communication en 2 ans plutôt que 3. Fait qu'il devait avoir un talent là, mais vous allez voir à quel point ça a joué dans le début et la croissance de son entreprise. Donc là, tu vas travailler en communication pendant 6 ans. Tu fais des relations publiques, puis tu fais-tu aussi des communications entrepreneuriales, tout ça? Bien, j'ai fait de l'organisation d'événements. OK. Puis, j'ai fait aussi des jobs plus, genre conventionnels dans un bureau d'actuaire, tu sais. C'était vraiment... Qu'est-ce qui commercialise les actuaires? Ben, au fait, c'était des communications personnalisées. Alors, c'était comme des rapports d'avantages sociaux personnalisés. Puis, je veux te dire, j'ai pris ce job-là parce que c'était payant, puis ça allait m'aider à rembourser mes prêts et bourses. Mais pas les bourses, juste les prêts. Mais c'était vraiment un objectif vraiment important pour moi quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'est de rembourser mes prêts le plus rapidement possible. Donc, mon focus, c'était de faire de l'argent pour rembourser ça, tu sais. Fait que eyes on the prize pour aller chercher une certaine liberté après. On n'a pas parlé de ça, mais pendant ce temps-là, tu fais ton université, ton cégep. T'as-tu un conjoint? Ou t'es célibataire? Ben, ça dépend des périodes. Oui, c'est ça, mais rien de stable. OK. Ça, c'est pas... donc, c'est pas encore un enjeu, là, ces choix-là. Donc, tu es libre de faire les choix que tu veux. Mais j'ai eu un conjoint pendant les communications. Là, OK, pendant que tu étais en com. Ouais. Et là, donc, qu'est-ce qui fait qu'une journée... Parce que
là, tu me dis actuariat. Ce que j'ai compris du milieu des coms, c'est que plus c'est compliqué le milieu dans lequel tu es, donc l'actuariat, c'est pas simple, plus c'est payant. Oui, exactement. Alors, plus quand c'est même, plate. ouais, puis ils payent pour ça. Ouais, probablement, ouais. il y a ça aussi. Ouais. Mais dis-moi, à quel moment, là, tu dis, finalement, l'entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose qui me sied mieux. Parce que, tu sais, outre que la job est difficile, est payante, mais tu t'ennuies, j'imagine. Oui. Oui, puis quand j'ai travaillé en organisation d'événements, j'ai pris un pay cut. Donc, j'avais un salaire moins élevé, mais j'aimais le fait qu'il allait avoir beaucoup plus d'autonomie. Puis justement, dans ce travail-là, je me suis retrouvée tout seule dans un bureau satellite à Montréal, puis le bureau chef, c'est à Toronto. Puis j'ai commencé à faire de la gestion de budget, l'organisation d'événements, puis j'ai réalisé que j'étais super autonome. Et donc là, ça m'a donné un petit peu le goût de do my own thing. Puis après ça, tu sais, en même temps, je me disais, je peux pas faire ça toute ma vie. Le marché du travail, je trouve ça vraiment plate. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bien, tu es peut-être entrepreneur. Mais tu vois, jamais ça me serait passé par la tête. Et donc, moi, je voyais ça comme un trouble de la personnalité, OK? Comme je suis pas capable de m'intégrer dans le contexte professionnel puis être heureuse. J'ai déjà hâte à ma retraite. As-tu déjà pensé au TDAH? Tu sais, à l'époque, ils nous parlaient pas de ça non plus, puis surtout pas les filles, parce que le TDAH chez les filles, c'est très différent que chez un gars. Mais tu sais, parce qu'ils disent qu'il y a 60 des entrepreneurs qui sont peut-être TDAH. Puis c'est l'idée, c'est de rentrer dans juste une cause. Il y a des gens qui ne fitent pas là-dedans, c'est des multis. Puis toi, c'est ton cas. Ça fait peut-être 1 an que je me dis que peut-être que j'avais un trouble d'attention. Puis ça explique pourquoi je ne suis pas capable d'écouter, tu sais, comme un cours à l'université. Tu sais, c'était une torture, une conférence, puis tout ça. Alors... Mais ça fait 1 an que je me dis peut-être que j'avais ça, tu sais. Alors, moi, je l'ai su il y a 2 ans. Bon, c'est ça, parce que là, on se le dit, on se dit les belles affaires, tu sais. Mais donc, tout ça pour dire que finalement, c'est quelqu'un qui m'a dit, ben t'es peut-être entrepreneur. Alors que je pensais que c'était moi qui avait vraiment un enjeu, un problème personnel, là, j'ai réalisé que c'était peut-être quelque chose qui ne me correspondait pas. Alors, c'était comme rassurant de se dire, je suis entrepreneur, finalement, j'ai peut-être pas un problème, c'est peut-être parce que ça me convient pas, le marché du travail. Et donc là, c'était comme, OK, c'est vrai, mon grand-père maternel, c'est un fermier. Mon grand-père paternel, il avait son bureau d'assurance, puis mon père avait sa business. Donc, je me suis dit, you know what, peut-être que c'est carrément dans mon sang, puis que moi, j'ai toujours dit que c'était comme une maladie parce que, dans le fond, tu as beau vouloir dire « je veux la facilité pour aller sur le marché du travail », mais là, tu es pogné à faire tes propres affaires. Alors là, ça veut dire qu'il fallait que je construise quelque chose de zéro. OK, qu'est-ce que je vais faire? Et là, grosse réflexion, c'est quoi ma passion? T'es-tu encore sur le marché du travail quand tu réfléchis à ça? Oui. OK. Oui, j'ai vraiment fait le saut du marché du travail à, genre... pas avoir de salaire, mais dans un saut planifié, dans un programme d'entrepreneuriat. Donc, parce que je savais que j'allais avoir aucun love money. Là, j'avais fini de payer mes prêts et donc là, je partais à zéro. Alors moi, je n'étais pas dans il n'y avait toujours pas de budget possible au niveau du dépanneur. Non, puis j'avais pas d'actifs ou rien. Donc, tu sais, je savais que je n'allais pas pouvoir financer mon entreprise avec des prêts. Tu sais, j'avais rien. Mais déjà, tu étais très stratège. Tu étais très stratège dans tes choix parce que là, tu t'organises pour trouver le bon programme. Tu t'organises pour avoir une sécurité. Et c'est-tu dans le cadre du programme que tu as découvert ce que tu voulais faire? Non, c'était déjà... Au fait, mon plan d'affaires était déjà tellement avancé qu'ils m'ont presque rejeté du programme. Là, j'ai dit, commande. Je m'organise pour être acceptée au programme. Puis là, vous me dites que je suis comme trop organisée pour faire partie. Tu sais, je suis comme, gars, j'ai besoin d'aide, là. Tu sais, puis je veux être sur ce programme-là qui offrait un salaire pendant 1 an, le temps que tu démarres un peu tes ventes puis tout ça. Alors, je l'avais besoin, là, tu sais. Puis l'idée du départ, c'était un resto. Oui, bien, dans le fond, c'était comme, OK, qu'est-ce qui me passionne, c'est la bouffe. Puis là, le souvenir de voir ma grand-mère cuisiner à son fourneau, tu sais, comme... Puis, tu sais, c'est vraiment ça qui venait me chercher le plus, comme une passion, finalement. J'ai réalisé, c'est ça qui me passionne, parce que souvent, on se pose pas la question. Ouais. Et puis, après ça, bien, j'ai vu qu'il y avait le courant bio qui était émergent. Puis je me disais, oh my God, je vois jamais dans les magasins d'aliments naturels, il y a plein de bijoux là-dedans. Et les gens comme moi, on n'est pas interpellés par ces produits-là, parce que le marketing ne nous parle pas. Alors là, je me suis dit, bon, je vais faire une table champêtre clandestine. Puis je vais proposer un menu 100% bio. Puis les gens, tu sais, ça va être spécial. Ils vont devoir réserver. Puis ça va être dans mon appartement du plateau. Puis, tu sais, dans le fond, ils vont avoir un petit menu à partir duquel ils peuvent choisir. Mais
dans le fond, ça va être 100% bio. Puis je vais leur parler aussi des aliments qu'ils mangent, puis de la nutrition, puis tout ça. C'est un peu ça le concept. Ça s'appelait Fourmis Bioniques. Ah oui, puis tu es toujours sportive à cette époque-là. Oui, encore plus. Donc, plus la sensible. Nutrition et le sport, un peu comme Mme Labrisky, hein? Beaucoup de similitudes dans vos parcours Mais elle est respectifs. Beaucoup plus sportive que moi, puis beaucoup plus nutrition, tu sais. Je dirais qu'elle est 10 coches en haut. Moi, je mets du chocolat dans mes granolas, tu sais. Puis donc là, une fois que le restaurant est démarré, là, je vois que... Puis je continue ma job. Je lâche pas ma job à temps plein. Et je réalise qu'il n'y a pas de financement pour les restaurants. Puis là, je me dis, tu sais, j'aurais aucune bourse, aucun programme. Puis, tu sais, c'est comme super difficile, l'industrie de la restauration. J'ai pas de formation à l'ITHQ. Tu sais, je suis loin, là, tu sais, d'atteindre mon objectif. Et mon chum de l'époque, il me dit, pourquoi tu fais pas ton granola que j'avais découvert en faisant les restaurants? Puis que quand je le faisais, on le tuait dans le garde-manger. Il durait comme à peine 24 heures. On n'arrêtait pas de picosser dans le pot. C'était trop bon. Ah oui, ah oui. Et là... Il a semé une graine et ensuite, j'ai eu la réflexion, j'ai fait l'analyse de marché, puis là, j'ai vu qu'il y avait une opportunité là. Dans mon plan d'affaires, il y avait déjà une projection que les céréales pour adultes allaient avoir une croissance. Ça tenait la route. Et donc, ce projet-là a tenu la route, mais ça a été très difficile. C'était rencontre de la passion et de la... Tu sais, des chiffres. Oui, c'est les deux qui se sont réunis. Ouais. C'est ça l'idéal, hein? Parce que sinon, tu passes pas au travers toutes probablement les difficultés que tu as. Parce qu'il y a toujours quelque chose, là. Oui, il faut y croire, puis il faut aimer son produit. Donc, tu sais, moi, j'ai fait un produit, je l'ai testé avec mes amis pendant, presque un an, faire plein de recettes à temps plein tous les jours. J'adorais ça. Je me levais, je mettais un tablier, puis je cuisinais. Puis là, c'était comme, j'ouvrais pas mon ordinateur, là. Je cuisinais toute la journée. Mais j'ai adoré ça, ce côté-là plus concret du travail, tu sais, de création. C'était tellement concret. Et par contre, pour que ça aille ma personnalité, cette compagnie-là, bien, il fallait que ce soit gourmand. Parce que je suis une fille de dépanneur. J'ai mangé des bonbons toute ma vie. J'ai la dent très, très, très sucrée. Mais là, je me suis dit, je vais mettre des chocolats de haute qualité dans mes produits. Puis, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je mange du chocolat à tous les jours pour déjeuner. Puis, je mange mes produits à tous les jours depuis 23 ans. Puis, même en vacances, j'amène mes granolas parce qu'il n'y a rien qui me soutient aussi bien. Donc, quelque chose de très nourrissant, mais en même temps gourmand. Donc ça, puis pas aussi, ça me ressemble, tu sais. Mais pas aussi, tu sais, c'est pas une Kit Kat, là, non plus, tu sais, au niveau nutritif, puis les ingrédients sont recherchés, là. Oui, très recherchés. C'était important. Le côté terroir, il y avait Toqué, qui était à côté de où j'habitais, le restaurant. Oui. Puis là, je regardais le menu, tu sais, j'avais pas les moyens de me payer ça, puis c'était comme les salades de la ferme Séguin, le sirop d'érable. Puis là, il décrivait toute la provenance des ingrédients. Et donc, ça, là, ça m'a tellement inspirée. Je me disais, moi aussi, je vais faire une céréale avec du miel d'un petit artisan, puis les céréales d'un fermier des cantons de l'Est. Je voulais que ça soit vraiment la signature québécoise. Et aujourd'hui, malgré la taille de l'entreprise, j'ai passé à travers plusieurs petits apiculteurs qui ne pouvaient plus nous fournir. Puis là, on travaille avec une coop, mais c'est encore du beau miel du Québec. C'est encore des céréales du Québec. Tu sais, dans le fond, le terroir, on le fait rayonner à l'extérieur du Québec parce que c'est vraiment un produit qui représente le Québec, qu'est-ce qu'on fait, là. Oui, oui, vraiment. Donc, on comprend la genèse, on comprend l'idéation, donc, derrière l'entreprise. Alors là, quand tu trouves ta passion, est-ce que ça se met à rouler à 100 000 à l'heure? As-tu le temps de penser à toi là-dedans? Non. Non, c'est ça. Il y a eu une grande période de passion, j'imagine, jusqu'à ce que tu décides d'avoir des enfants. Oui, bien, une grande période de passion. Tu sais, c'était pas toujours passionnant, là. Ben non, mais ce que je veux dire, pourquoi je dis ça, c'est que c'est ça. Si cette flamme-là n'est pas là, tu passes pas au travers des difficultés de la mise sur pied de l'entreprise. Oui, il faut vraiment... Comme il y a des sacrifices à faire, là. Ouais. Puis, tu sais, comme pendant que les amis sortent le vendredi, moi, je préparais ma production que j'allais faire le dimanche dans une cuisine louée. Puis, tu sais, c'était no life, là. J'étais très, 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 très investie. Puis, il fallait donner un coup immense. Puis, pendant que mes amis avaient des salaires, ben moi, j'étais cassée, tu sais. Puis, quand je rencontrais des gars, parce que, tu sais, j'étais pas toujours nécessairement en relation, mais, tu sais, ils disaient, ah, t'es entrepreneur. Ben, pour ça, quand ils voyaient mon niveau de vie, ça matchait pas. Alors, j'avais l'impression que j'étais un échec, tu sais, tant que j'ai pas été capable de générer des bons revenus pour moi. Ça a pris combien de temps? Ça a pris du temps, je dirais. Genre? Ben, ça l'a aidé que j'ai eu un investisseur fortuné qui est venu faire une bonne mise de fonds dans l'entreprise, donc j'ai arrêté de vivre, avoir de la misère à payer mon loyer. Oui, c'est M. Segal du Château, hein, puis de David Stee qui est arrivé
ta vie. Puis c'est à ce moment-là que tu as été capable de te payer un salaire. Parce qu'il a Donc, dit, là, tu vas 3 ans. Ben, ouais. Hein? Après 3 ans? 5 ans, je dirais. 5 ans. Puis il a dit, là, tu vas commencer à te payer un salaire décent. C'était comme un de ses objectifs en faisant sa mise de fonds. Donc, tu sais, moi, ça n'aurait pas été ma priorité, mais là, il m'a fait réaliser que je devais... Bien, c'est que l'entreprise était sur tes épaules, puis si toi, tu n'es pas bien, l'entreprise sera pas bien. Ouais. Alors, il est venu te donner, donc, assez d'espace pour prendre soin un peu de toi, ne serait-ce que financièrement. Oui, il a réalisé que c'était comme, si tu veux miser sur un cheval, assure-toi que ton cheval, il soit en forme puis en santé. Oui. T'sais. Puis c'est comme ça que j'ai toujours vu ça. Hein? Un entrepreneur, c'est comme un cheval. Oui. Puis les gens, ils misent dessus, mais c'est lui qui doit courir, faire la course. Exact. Puis il va avoir des blessures ou whatever, mais c'est lui qui porte tout sur son dos, puis le cavalier sur son dos, puis là, c'est pour ça, aujourd'hui, je suis à 100 % à dire, de propriété de mon entreprise, parce que j'ai déjà eu d'autres actionnaires que j'ai tous rachetés. Puis je vis ma best life, là. Tu sais, être 100 % propriétaire de mon entreprise, il n'y a pas personne qui peut me rider ou émettre des attentes. Il n'y a pas personne qui va mieux décider pour mon entreprise que moi-même, tu sais. Puis j'ai toujours endossé toutes les responsabilités financières seule de mon entreprise, malgré le fait que j'avais d'autres actionnaires. Donc, ultimement, pourquoi ça ne serait pas moi qui récolterais tout le fruit de mes labeurs? Oui. Donc, tu sais, pour moi, ça, aujourd'hui, c'est comme une boucle qui s'est fermée en 2023, qui était vraiment marquante puis importante. Puis pour moi, ça, c'est comme un facteur de succès, redevenir propriétaire de mon entreprise. Donc, quand tu as racheté les partenaires que tu as eus au fil des ans, là, tu es en train, quand tu dis « living your best life », le fantasme de plusieurs entrepreneurs, c'est le jour où elles peuvent engager un DG, tu en as parlé tantôt, et d'être un peu plus au-dessus, donc moins faire de terrain et qu'il y ait quelqu'un pour gérer le day-to-day. Et toi, tu peux rester comme la visionnaire en haut, puis celle qui est là pour, tu sais, la gardienne, disons, de la bonne marche de l'entreprise, mais tu n'es plus obligé de faire les 80-100 heures que tu aurais fait au début. T'es rendu là? Oui, ça fait 10 ans que j'ai mon DG. Ça fait 10 ans? Puis justement, mes enfants, tu sais, mon aîné, elle a 12 ans. Donc, moi, pendant au moins 10 ans, j'ai pas dormi. Tu sais, j'ai pas dormi parce que j'avais des bébés, j'accouchais, j'étais enceinte, ils faisaient pas leur nuit. Tu as eu 3 enfants. Ouais, 3 Est-ce que c'est eux autres sur ton site avec toi? C'est tellement beau. Hey, je le sais, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais allez-y. Mais j'ai une question. Ta sœur, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ta sœur jumelle, là. Au fait, c'était ma première employée. Ah, OK. Oui, alors elle a été salariée à la minute qu'elle a commencé à travailler pour moi, avant même que je me paye. Ouf. Et puis, dès qu'elle allait tomber enceinte, au fait, dès qu'elle allait avoir des enfants, mais finalement, c'est dès qu'elle tombait enceinte, elle allait quitter l'entreprise, puis elle voulait être femme au foyer. Puis toute sa vie, son ambition, c'était d'être à la maison, puis s'occuper de ses enfants, puis s'occuper de son foyer. Tu sais, ça n'a jamais été d'être entrepreneur ou d'avoir sa business. Alors, elle a un peu subi le fait de travailler avec moi dans un contexte entrepreneurial parce que c'était tough. Oui, elle était là au début, dans tes débuts difficiles. Ouais. Mais donc, vous avez travaillé ensemble un bout. Tu n'étais pas toute seule. Oui, puis ça m'a aidée. Là, comme là, à un moment donné, je faisais juste tout. Je vendais, je produisais, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, je lui ai donné la job de vendre, puis d'aller dans les magasins, puis de développer pendant que moi, je m'occupais des opérations. Donc, ça c'était vraiment important. Ça, elle aimait ça aussi. Oui. OK, mais aujourd'hui, elle est toujours maman à la maison. Oui. Ton autre sœur a travaillé avec toi aussi un peu, hein? Oui, au fait, elle a fait les plans pour mon usine. Ah oui? Tu sais, elle, à ce moment-là, elle avait arrêté de travailler, puis là... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ingénieure. Elle est ingénieure la plus vieille, OK. Oui, elle avait travaillé comme ingénieure dans le manufacturier, dans la qualité. Donc, là, elle a dit, tu sais, si tu veux, je peux faire tes plans d'usine, parce que là, je regardais pour aménager mon usine. Donc elle a fait les premiers plans de l'usine qui a énormément été transformé depuis, mais, tu sais, elle a trouvé ça passionnant, elle a aimé ça, puis, elle a vu le résultat de son travail, puis, tu sais, ça a été une belle collaboration, ça aussi. C'est formidable. Donc, depuis 10 ans, dirais-tu que ton rôle, c'est plus développement d'affaires, vision, création? C'est ça, ta best life? Oui, bien, j'aime dire que je faisais ce que j'avais le goût de faire, mais là, aujourd'hui, je fais des choses que j'aurais pas choisi de faire, mais que je réalise que je devrais les faire. Comme? Parce qu'à un moment donné, je suis devenue un peu comme, tu sais, vu que j'avais des enfants, puis j'avais très peu d'énergie, tu sais, puis
c'est ça, j'étais fatiguée. Comme, Mais oui. Ça fait comme une semaine, je me dis, hey, je fais mes nuits. Oui. Non, mais pour de vrai, je réalise, oh my God, Oui, j'ai puis fait là, toute ma attends, la nuit. ménopause va Tu sais. arriver, tu vas Non, mais recommencer à te réveiller la nuit. Elle me visite occasionnellement, mais là, elle m'a donné un break. OK, tu sais. c'est bon. Mais c'est ça, tout ça pour dire que j'ai réalisé que j'exploitais pas pleinement mes talents dans mon entreprise parce que je déléguais beaucoup. Puis à un moment donné, je déléguais énormément. Puis j'ai réalisé, il faudrait que je reprenne une coupe de dossiers, comme le développement d'affaires. Ben oui. Moi, j'ai pas le goût de vendre, je vais me faire rejeter, puis tout ça, puis j'aime pas ça me faire dire non, puis je suis gênée. Mais là, finalement, j'ai fait comme, qui va mieux vendre la business que moi? Parce que je disais, c'est pas tout à fait ça que j'aimerais ça qu'on dise. C'est pas ça tout à fait le message. La présentation, il y a des coquilles. Tu sais, alors finalement, je fais la chose que je devrais faire maintenant, aujourd'hui. Oui, tu représentes ton entreprise. Tu Ouais. es la meilleure ambassadrice de ton entreprise. Parmi toutes les montagnes que tu as eu à gravir comme entrepreneur, est-ce qu'il y a une épreuve dont tu es fière d'avoir traversé, que ce soit comme femme ou entrepreneur? Bien, au fait, le démarrage, c'est super difficile parce que tu es à la barre d'un navire qui coule. Tant que tu n'es pas capable de faire en sorte que l'entreprise devienne profitable, tu as un navire qui prend l'eau. Et moi, c'est justement dans cette période-là que j'ai consulté. Alors là, maintenant, je réalise que c'est super comme normal, sain, puis encourager que les entrepreneurs consultent parce que tu as besoin de gérer tes démons puis tes bébites pendant que tu vis le plus gros défi que quelqu'un peut vivre professionnellement, qui est de être à la tête d'une entreprise qui a besoin de toute ton attention pour survivre. Donc, tu étais probablement dans la trentaine. Donc, lorsque le party n'est plus ton exutoire, tu dirais que là, tu as choisi d'aller consulter pour t'aider à avoir une entreprise solide. Donc, travailler sur l'entrepreneur pour travailler sur l'entreprise. Oui, puis c'est là où je pouvais sortir toutes mes anxiétés, mes insécurités, mes problèmes, parce que je ne pouvais pas démontrer que j'avais l'impression que j'échouais à tous les jours. Puis, alors ça, c'était la période la plus tough de me pointer au bureau, d'avoir un sourire, puis de savoir que je perdais de l'argent, puis de ne pas savoir si on allait passer au travers. Mais il n'y a personne qui pouvait le savoir. Puis quand je parlais dans les entrevues, je ne pouvais pas le dire que je ne savais pas. Puis donc, c'était quelque chose qui était très secret, mais que je pouvais vivre en thérapie, exposer à quel point je me sentais incompétente. Mais là, aujourd'hui, je réalise que c'est super tough pour tout le monde. Oui. Tu te sens moins seule. On s'en parle tu te sens moins seule. Oui, mais écoute, à l'époque, le coaching, ça n'existe pas ou pratiquement pas. Alors, il n'y a que les thérapeutes qui peuvent nous aider. Puis, tu sais, pour avoir fait, là, tu parles, je me vois, là, 31 ans mis le pied dans un bureau, justement pour pouvoir parler de toutes ces responsabilités-là que j'avais sur les épaules. Mais là, ils veulent nous parler de notre enfance, puis qu'on gère nos affaires. Là, j'étais comme, moi, j'ai dit excuse parce que non, je viens ici pour gérer toute ma business. Là, s'il faut que je gère mon enfance en plus, je vais tomber. Fait que moi, j'ai repoussé ça. J'ai finalement trouvé une coach, mais tu sais, fait que toi, t'as travaillé sur toi aussi, puis parce que, veux pas, nos failles humaines, on va les re-rencontrer en business si on les travaille pas. Ouais. C'est ça? Toutes les dysfonctions, on va les projeter dans notre milieu de travail, tu sais. Mais moi, j'ai osé y aller dans l'enfance. C'est ça, t'es allée. Moi, je me suis assise puis j'en ai pleuré des séances, là, tu sais. Mais tu sais, c'est comme, j'ai tellement assaini mon âme en faisant ça, tu sais. Alors, c'est comme ça, je vois ça. Mais sur le coup, t'es comme... Tu sais, je le disais pas à personne, là. « Hey, il faut que je quitte plus tôt aujourd'hui. » Tu sais, je disais, mais ils savaient pas que je m'en allais en thérapie parce qu'il y a personne qui veut un leader qui est vulnérable. Tu veux pas un leader vulnérable? Surtout pas une femme. Oui, c'est insécurisant. Oui, Ouais. encore moins une femme. Donc, anyway, là, aujourd'hui, on peut en parler parce que ça fait 20 ans. C'est ça. Mais je trouve ça admirable. Puis merci d'en parler. Tu sais, j'adore assainir mon âme. Donc, tu es allé rencontrer justement ton passé, tout ça. Puis tu as fait une paix intérieure qui te permettait d'être plus solide dans ton day-to-day. Oui, puis sûrement une meilleure mère aujourd'hui. Ah oui, parce que tu préparais ça. À quel âge tu as eu tes enfants? À 38, 38, 40, 43. Ah ouais, oui! Donc, j'ai eu le temps d'être mature. Oui! Ce qui est quand même, tu as eu le temps d'avoir une certaine sécurité aussi. Oui, l'entreprise était quand même assez établie, mais en même temps, c'était comme une grosse locomotive, un train qui était déjà en marche. Donc, il ne fallait pas que mes grossesses nuisent trop à ce train-là qui avait besoin de continuer à avancer, tu sais. Et donc, toi, j'imagine que tu te mettais la pression. Ton partenaire de vie,
tu l'as choisi en fonction du fait qu'il allait être sécure, ça allait être sécure aussi? Oui, en fonction. Un entrepreneur, je ne voulais rien savoir. C'était l'affaire la plus turn-off que je pouvais rencontrer. C'était quelqu'un qui est entrepreneur. OK, next. Donc, lui, il avait un job super stable. Puis oui, il y a la sécurité. Et puis même que lui, je veux dire, c'est limité ce que je peux raconter comme problématique professionnelle, tu sais, parce qu'il trouve ça vraiment stressant. Tu sais, lui, il a l'impression, là, tu sais, que c'est de la dentitie constamment, mais moi, c'est une réalité que je maîtrise, puis je le sais que ça va aller mieux le lendemain, puis je sais que tout est éphémère, tu sais, mais lui, il a l'impression à chaque fois que tout va s'écrouler. Alors, il est comme, tu sais, je suis pas sûre, je suis capable d'entendre tes affaires aujourd'hui, tu sais, puis même si ça fait 15 ans, tu sais, mais il n'y a quand même pas la capacité à dealer avec mon adversité professionnelle, tu sais. Oui. Je lisais un post cette semaine. Je me souviens plus du nom de la fille qui l'a posé, mais Judith Feder, elle avait commenté. Puis c'était un panel qui a eu lieu cette semaine sur la conciliation travail-famille. Puis genre, on va-tu être capable, les entrepreneurs, d'y arriver, tu sais, de briller puis de concilier en même temps? Puis moi, je te dirais qu'après avoir rencontré, grosso modo, 300 femmes ici derrière le micro, je te dirais que celles qui ont le mieux brillé en conciliant, c'est celles qui ont un bon partenaire. Dirais-tu que c'est le tien? Oui, il fait les lunchs, il fait l'épicerie, il fait toute la planification des repas. Puis tout le monde trouve ça écœurant. Puis je me dis, bien, pourquoi les autres hommes, ils font pas ça? Ça n'a pas de sens. S'ils ne feraient pas ça, ça ne serait pas équilibre. Il n'y aurait pas d'équilibre dans nos partages de tâches. Alors lui, il fait qu'est-ce qu'il sait qui lui revient. C'est pas moi qui lui impose. Mais le fait qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, je trouve ça déplorable. Ouais. Que ce soit il y en a d'autres. Dis-toi qu'il y en a d'autres, puis souvent, c'est celles qui brillent. Elles sont bien accompagnées. Pour avoir entendu Jeannette parler de son Donald la semaine passée, on s'en doute qu'un bon partenaire permet à une femme brillante d'aller au bout de ses passions et de son esprit entrepreneurial comme toi. J'imagine que tu as une mine de conseils à partager. Mais s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Quelques conseils. Bien, je dirais que si il y a quelqu'un qui se dit comment je vais faire pour réussir, bien, c'est de persévérer. Puis persévérer, ça ne veut pas dire s'acharner. Ça ne veut pas dire de toujours refaire la même affaire s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Persévérer, c'est que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est de trouver d'autres solutions, mais de ne pas abandonner. La seule façon de réussir, c'est de ne pas abandonner. Puis moi, j'ai voulu abandonner plein de fois, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, de ne pas se permettre d'abandonner. Donc, tu sais, quand ce n'est pas une option, abandonner, bien, on n'a pas le choix de réussir, tu sais. Alors, je dirais ça, c'est vraiment important. Puis on finit par, après donc 10 ans, de sortir... non seulement tu t'es sorti la tête de l'eau, mais tu as commencé à vivre ta best life, donc d'entrepreneur. Tu es un modèle de femme qui a réussi donc à bâtir son entreprise, à avoir une vie personnelle, à avoir une vie de femme. C'est admirable, vraiment. Geneviève, je trouve que tu as une capacité d'adaptation phénoménale, une stratège née, probablement, très, très ancrée aussi. Ta force est admirable, vraiment. Je suis touchée. Je te trouve formidable. Ah, merci. Puis merci. Mais voyons, gang, c'est toi qui dis que moi aussi, c'est mes émotions de ménopause qui arrivent, mais... Merci d'avoir accepté de venir partager ton parcours parce que je pense que les femmes qui peuvent aspirer à ce que tu as réussi à réaliser bénéficient beaucoup d'entendre plus sur ton parcours, puis je t'encourage à continuer de le faire. Merci pour le privilège d'avoir pu partager. Et d'avoir tenu le micro la semaine d'après, Jeannette. C'est-tu pas assez merveilleux? Donc, Geneviève Gagnon, où est-ce qu'on te trouve? Tes produits, où est-ce qu'on te trouve, toi? Ben moi... est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens peuvent aller... Donc, sur Instagram, sur LinkedIn, ils peuvent communiquer avec moi via mon site web, puis on va répondre, ça va faire plaisir. Et allez visiter le site web. Les produits sont disponibles en ligne et en magasin. En supermarché ou en épicerie, oui, partout. Donc, la fourmi bionique avec Geneviève Gagnon. Merci infiniment tout le monde d'avoir été avec nous. Encore une fois, cette semaine, à Faire une femme de soi, c'est toujours un plaisir et un privilège de vous présenter des femmes qui réalisent de grandes choses pour le bien de nous toutes. Merci. FM 103.3